Bon, les gars, nous sommes en guerre, le PSG a gagné son match, les We City sont descendus dans la rue. Est-ce que Mos Maiorum a survécu à cet épisode douloureux? Oui, j'ai survécu. Je suis encore là. J'ai vu des trucs rigolos quand même, hein, je précise, mais je suis encore là. Voilà. Parce que t'étais dans Paris au moment où les hordes ont déferlé. Alors, j'ai commencé par être dans Paris, effectivement, en début de soirée. Et donc, il se trouve que, pour te dire un petit peu l'ambiance, pour planter un peu le décor pour les amis provinciaux qui nous écoutent et qui n'ont pas vu un petit peu à quoi ça ressemblait. Donc déjà, vers 16h, tu commençais déjà à avoir pas mal de gars qui se baladaient en étant pas tout à fait normaux dans leur comportement. Par exemple, moi, j'ai eu un type qui s'est foutu... Le sont-ils jamais littéralement à poil pour exhiber son sgeg à la rue entière quelque part vers 17h, alors que... Si t'es dans le Marais, c'est normal. Hein. Non, c'était pas dans le Marais. Basique de Paris, tu vois. C'était pas dans le Marais, bref. Et un peu plus tard, donc, je me suis déplacé pour un autre rendez-vous qui était vers Boulogne-Billancourt. Et je me suis retrouvé, en fait, à écouter d'une oreille le match pendant que je discutais tranquillement depuis un petit resto assez sympathique finalement, mais qui payait pas de mine. Et quand je suis sorti, j'ai découvert la horde, en fait. C'est-à-dire que, littéralement... les orques ont déferlé sur Minas Tirith et là, t'as rien pu faire. Il y avait des voitures qui klaxonnaient, il y avait des mecs qui gueulaient, il y avait des gars qui balançaient des pétards. Ironie de l'histoire, je suis passé devant un commissariat qui était littéralement assiégé par genre une dizaine de types qui tapaient au carreau en gueulant à visiblement 2 flics qui traînaient là pendant que tous les autres étaient probablement en intervention. Enfin, c'était n'importe quoi. En fait, voilà. C'est incroyable parce que moi, du coup, j'ai sorti une vidéo cette semaine, tu sais, qui parle de l'Orange Mécanique et donc du coup des problématiques de sécurité. Et en fait, c'est un hasard de calendrier, mais ça tombait super bien. Et en fait, ce qui est incroyable, c'est que j'ai vu plein de gens qui disaient qu'ils voulaient que la police tire à vue, etc., etc. Mais en fait, le truc, c'est que la police, elle s'emmerde pas pour faire des bavures sur des gilets jaunes ou sur des étudiants. Par contre, quand il s'agit de tirer sur des hordes de loustiques qui sortent d'un match PSG Milan, là, il y a plus personne. Et donc, ça veut dire que le problème... Et je vais être honnête, c'était pas très réaliste vu ce qu'il y avait dans les rues. Voilà. En termes de juste démographie, c'était pas possible, en fait. Quand t'es à 1 contre 50, tu sors pas un flingue, en fait. Globalement... Alors, je suis désolé, mais moi, j'ai vu Rambo. Je sais qu'à 1 contre 500, tu peux tirer, tu vois. Non, mais en fait, à un moment donné, comment dire, soit t'as une volonté de maintenir l'ordre, et auquel cas, tu devrais tirer dans la foule, dans une situation quand il y a des menaces comme ça, soit t'as pas de volonté de maintenir l'ordre, et donc tu dois juste arrêter d'emmerder les darons qui rentrent chez eux à 51 km/h au lieu de 50 et pas leur mettre de PV. Enfin, je veux dire, il y a une certaine cohérence. Il n'y a pas de cohérence parce qu'en fait, la cohérence supérieure qui est au-dessus de ça, c'est qu'en fait, t'as envie d'emmerder le français solvable et t'as envie d'encourager le parasite à être encore plus parasitaire pour qu'il vote bien à gauche et qu'il remette pas en doute le statu quo. Non, mais alors attends, parce que moi je trouve que tu vas un petit peu vite en besogne. Moi j'ai vu des explications absolument brillantes de sociologie et de sciences humaines pour nous expliquer. Ah, ça nous amène au sujet du jour. Il y avait quand même en fait des gens qui étaient allés dévaliser des Footlocker, des magasins de téléphone portable et je crois même un Franprix ou un Vuitton, je sais quoi, parce que ils arrivaient plus à manger en fait. Voilà, ça faisait des années qu'ils attendaient la victoire du PSG pour avoir une bonne couverture pour pouvoir voler à manger. Parce que en fait, ces gens-là voler à manger dans un Louis Vuitton. Exactement. Dans un Footlocker. Mais il faut dire la réalité des choses en fait. C'est terrible. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont prêts à se nourrir même du carton d'emballage. C'est ça la vérité. Tellement ils en sont en bas, tu vois. Le pain rassis de Jean Valjean, et c'est le carton d'emballage des chaussures en fait. En fait, alors là du coup, c'est une bonne fenêtre pour annoncer notre sujet du jour, puisque tu voulais qu'on parle de la violence, des émeutes et aussi de la désobéissance et de la répression. Et aussi de Daniel Obono. Voilà. En fait, ça va être le grand écart intellectuel, c'est-à-dire Victor Hugo d'un côté et Daniel Obono de l'autre. Alors, sur le spectre politique, c'est pas un grand écart. Par contre, sur le spectre intellectuel, c'est vraiment, ils sont des deux côtés de la gaussienne de QI, tu vois. Ils sont dans les 0,1% dans le dernier décile de chaque côté, quoi. Mais parce que, attends, pour les quelques personnes qui n'auraient pas suivi ce micro-drama des internets français, Daniel Obono a cité Victor Hugo pour essayer de justifier ce qui s'était produit pendant le week-end. Donc, déjà, je trouve que c'est culotté parce que
T'as une certaine de gauche quand même qui s'amuse à citer Victor Hugo quand ça l'arrange sur les questions d'impunité et de laxisme judiciaire, dont Hugo est un peu le père spirituel, le père philosophique spirituel, et qui s'amuse par contre à te dire que Hugo est un odieux colonisateur patriarcal, qui en plus était un masculiniste névrosé, enfin tout ce que tu veux, quand ça l'arrange de l'autre côté. C'est-à-dire que même leurs héros sont à géométrie variable. C'est quand même quelque chose de vraiment palpitant. La vie intellectuelle, si je peux dire, de la gauche française postmoderne. Ah oui, non mais surtout franchement, moi les citations de Victor Hugo pour essayer de justifier des trucs qui n'ont littéralement rien à voir. Enfin, à un moment donné, il va peut-être quand même falloir qu'on mette les pieds dans le plat. Je veux dire, le prolétaire français moyen aujourd'hui, même le lumpen prolétaire moyen français, en vérité, il a un mode de vie que Jean Valjean aurait considéré comme étant celui d'un petit noble de province en fait à son époque. En fait, c'est assez vrai, et, parce que le niveau de confort a vraiment drastiquement augmenté. Et de façon générale, je pense qu'à part des gens qui souffrent par exemple d'anorexie ou de problèmes médicaux lourds, personne n'est mort de faim en France depuis 1945. En fait, je pense que ça n'est pas arrivé. Moi, j'ai fait des maraudes à une époque. Si c'est ça, t'as peut-être quelques cas de SDF, mais c'est très minoritaire. Et sinon, je dirais dans les opérations militaires aussi, peut-être typiquement les mecs à Dien Bien Phu étaient. Oui, mais d'accord, mais c'est vraiment super précis quoi. Enfin, j'ai dit en France. Oui. J'ai dit en France parce que je sais pas si tu es au courant, mais c'était une colonie, c'est pas vraiment la France, et c'était un cas très particulier, tu vois. Voilà. Mais non, mais tout ça pour dire que en fait l'espèce de misérabilisme hugolien qui était en fait quand Victor Hugo l'a fait, qui était un truc tout à fait légitime parce qu'il y avait vraiment des gens qui mouraient de faim en France. Aujourd'hui, il a plus de raison d'être. Je veux dire, quand j'ai fait des maraudes à une époque, et du coup j'allais pas voir des sans-abri, etc. Et en fait, il y en a plein qui racontaient la même chose, c'est-à-dire que tout le monde passe les voir tout le temps en leur apportant de la bouffe parce que c'est le truc le plus simple qu'on se dit qu'on peut apporter à un SDF. Et du coup, il y a littéralement des gens qui s'engraissent en étant à la rue et qui disent c'est dur de garder la ligne quand on est à la rue. Et en fait, c'est un phénomène qui est quand même assez marqué. Et je pense que cette espèce de gauche qui ressasse des vieux trucs du 19e siècle pour essayer de se rassurer dans la justesse de son combat social, elle ferait mieux un peu de balayer devant sa porte. Mais en même temps, ils le savent. Ils cherchent juste une caution morale. En fait, ils cherchent pas vraiment à convaincre qui que ce soit que des gens meurent de faim en France aujourd'hui. C'est pas possible. Que des gens s'alimentent mal, certes, c'est une vérité. Que des gens meurent de faim, ça n'existe plus malheureusement. Enfin, heureusement plutôt. Ouais, heureusement que ça n'existe plus. Après, il y a eu aussi le live de l'enfer. Je sais pas si tu as vu passer ces images de Antoine Léaumont qui tu t'infliges ça, toi. Avait décidé d'aller on va dire s'enjailler, voire s'encanailler. Ah mais oui, et il insulte les flics sur les Champs-Élysées. C'est incroyable. Putain, mais... Genre le type, si tu veux, il arrive, il débarque, il est en costard cravate, et il est là, il fait oh là là, il y a des gaz lacrymogènes par ici. Et t'as envie de dire mais non mais t'as vu ce qu'il y a autour de toi, t'as vu ce qui se passe là. Enfin bon. Ouais. Puis il insulte un flic de FDP. Alors en soi le flic est probablement FDP puisque c'est un flic. Mais si tu veux, j'ai quand même envie de te dire, il y a un vrai souci de quand un député qui est quand même le FDP en chef insulte un petit FDP du bas de l'échelle, si tu veux. C'est la fameuse blague du trou du cul qui dit à la bouche tu pues, quoi. Il y a un vrai problème. Non, et puis même en fait, j'ai trouvé toute cette espèce de débauche de considération pseudo-sociologisante pour essayer de masquer la réalité était absolument pitoyable. Ce qui nous amène peut-être du coup à notre sujet, puisque donc on a parlé un petit peu du cas Obono. Oui. Elle s'est revendiquée de Victor Hugo et on s'est dit qu'on allait faire une petite discussion sur en gros tout ce qui était la violence, l'anarchie et en fait un petit peu la répression, le bagne, la prison, enfin tout ça dans la littérature et peut-être même dans les films. Beaucoup de choses à dire. Oui, tout à fait. Alors, comme d'habitude, de toute façon, on va passer un peu dans tous les sens et on pourra pas tout dire parce que c'est un sujet qui est extrêmement vaste. Rien que Les Misérables, on pourrait déjà en parler pendant des heures et des heures parce que il y a plusieurs formes d'insurrection dans Les Misérables qui se côtoient, plusieurs valeurs, plusieurs différents enjeux intellectuels et politiques qui se mélangent. Donc en fait, on va aller à grands traits, je pense, et ça va être un épisode, je pense, assez riche et assez dense. Vas-y, je te laisse peut-être commencer. Je sais pas si tu veux commencer par partir des Misérables, si tu veux commencer par un autre point. Alors, je pense qu'un bon point pour partir de ça, c'est effectivement quand même de partir de Victor Hugo parce que c'est un peu le centre névralgique de l'image qu'on en a aujourd'hui, tu vois, de la réception qu'on a eu aujourd'hui. Au sens où je crois que j'ai pas d'exemple de roman qui magnifie l'insurrection à ce point et en ayant à ce point un impact majeur dans la littérature et surtout en te décrivant la scène des barricades aussi distinctement. C'est sûr qu'il en existe, mais ils n'ont pas eu, si tu veux, la postérité. Même par exemple,
si tu prends un roman de Stendhal comme Lucien Leven, déjà qui est inachevé, mais qui en plus commence par l'idée que Lucien Leven a participé à des insurrections dans les années 1830 contre le pouvoir et qu'il a été exclu de Polytechnique pour ça. Et bah en fait, si tu veux, on te le raconte pas. Enfin, on te le dit dans une phrase, quoi, mais on te montre pas l'insurrection. Donc la nouveauté chez Hugo, c'est vraiment de mettre la caméra directement sur le champ de bataille. Et en fait, ça pouvait totalement faire sens à l'époque de Hugo, déjà parce que c'est un enjeu politique contemporain pour lui, et ensuite parce que effectivement, il y avait des injustices sociales, et c'était la grille de lecture dominante pour comprendre la société, c'était l'injustice sociale, c'est-à-dire le rapport de classe marxiste. Alors qu'en fait, avec le temps, comme il y a eu une hausse du niveau de vie, comme les riches sont devenus très très riches, mais les pauvres sont devenus quand même nettement moins pauvres, même si l'écart s'est creusé, et bah, le niveau de vie a monté, et bah, on a une espèce enfin, on a d'autres explications qui ont commencé à expliquer les tensions dans la société, des explications liées à l'immigration, liées à la religion, liées au clivage entre les villes et les campagnes. Enfin, il y a plein de sujets là-dessus, entre les hommes et les femmes d'ailleurs aussi. Et en fait, pour essayer de garder tout ce petit bétail électoral, parce qu'en fait, en démocratie, les gens ne sont que du bétail électoral, pour garder tout ce petit bétail électoral bien dans le même pré, la gauche s'arc-boute sur un certain nombre de valeurs assez, du coup, qui tombent dans le misérabilisme, qui sont le pauvre qui est obligé de voler pour se nourrir, le pauvre qui est envoyé en prison alors qu'il a rien demandé pour ça. Et en fait, c'est une espèce de crise d'hugolisme, si on peut dire, hugolisme sénile de la part de cette caste politique. Et en fait, ça dessert complètement à la fois toute la noblesse qu'il peut y avoir dans un vrai combat révolutionnaire, ça le rend pas crédible, ça le clownise, et ça nous emmène même presque sur une dynamique d'idiot utile, parce qu'en fait, c'est des gens qui, en fait, en salopant l'image de la rébellion et de ce qu'une vraie révolution peut apporter comment dire, peut-être pas de positif, mais en tout cas de légitime, et ben en fait, ça fait totalement le jeu du pouvoir en place, du despotisme rampant et de la 5ème République maçonnique finissante. Donc enfin finissante, on sait pas, mais moralement finie en tout cas. Oui, bah en fait quelque part une bonne partie de ces gens-là, leur boussole, enfin moi ce que j'ai beaucoup vu côté un peu scientifique de cette partie-là, c'est pauvreté implique violence, et il y a un petit peu cette espèce de justification du coup qui est utilisée à chaque fois qu'il y a des violences pour dire oui, mais en fait c'est à cause de la pauvreté, c'est ça qui justifie, c'est ça qui explique. Et bon, en fait ça a été débunk un nombre absolument incalculable de fois. Enfin, je veux dire, t'as des corrélations, mais t'as pas de lien de causalité établi là-dessus. Et je veux dire, franchement, ça se explique relativement bien, en fait. Tu vois bien qu'il y a des endroits de France où, globalement, c'est très pauvre, et pourtant, il n'y a pas tellement de violence. En tout cas, c'est pas connu pour ça. Et je veux dire, il y a des coins typiquement dans la France un peu paumée, dans le sud de la France, dans les Cévennes, par exemple. T'as des coins qui sont parmi les plus pauvres de France, et t'as très peu de violence connue, en fait. Enfin, je veux dire, c'est pas supérieur à la moyenne, quoi. C'est l'argument qu'on entend souvent à droite, c'est la tarte à la crème de la Creuse. On dit la Creuse, c'est un département très pauvre, et pourtant il y a pas beaucoup de criminalité, etc. En fait, si tu veux, il faut bien distinguer, je pense, la violence et la révolution, parce que la révolution, c'est un peu une forme très particulière de violence, assez paroxystique. Et en fait, peut-être l'élément qui est important à voir là-dedans, c'est que Victor Hugo te disait, la révolution, c'est une mère qui dit j'ai faim. C'est-à-dire qu'en gros, c'est à partir du moment où c'est même pas le moment où tu peux pas te nourrir, c'est le moment où tu peux pas nourrir tes enfants, en fait, qui te pousse à. Et d'ailleurs, c'est assez bien corrélé, parce que les révolutions au 19e siècle, notamment 1830-1848, sont indexées sur des crises agricoles profondes et des mauvaises récoltes qui s'enchaînent, notamment entre 1846 et 1848. Et en fait, si tu veux, aujourd'hui en France, comme on disait, plus personne ne meurt de faim, donc en fait, t'as plus de situation authentiquement révolutionnaire en France. Ce qu'on a vécu qui s'en rapprochait le plus, c'est les gilets jaunes, peut-être. Voilà, exactement, c'est ce que j'allais dire. C'est pas cette histoire de PSG, c'est les gilets jaunes. Et peut-être la révolte des agriculteurs aussi, qui est une... Ouais, tu parles de laquelle? Enfin, je pense quand tu mettais les panneaux des villes à l'envers. Ouais, c'est cette partie-là, ouais. En fait, si tu veux, le paradoxe de cette situation-là, c'est qu'en fait, une révolution dans un pays comme la France, ça se fait que à Paris, ça se fait que dans la capitale, parce qu'en fait, c'est là où il y a toutes les institutions, il y a le pouvoir. Et donc, en fait, toutes les campagnes pourraient être à feu et à sang. Le gouvernement qui tient Paris tient la France, en fait. Et c'est ce qu'on a vu plein de fois dans l'histoire de France. Et on l'a vu au moment de la guerre de 100 ans, on l'a vu au moment de l'occupation, on l'a vu au moment de la Révolution française, on l'a vu à plein de moments. Et donc, en fait, tu peux pas aujourd'hui dire qu'il y a une situation révolutionnaire en France, parce que heureusement, quelque part, la situation est pas assez catastrophique pour ça. Mais du coup, toute la vulgate de gauche qui vise à assimiler, par exemple, ces débordements de PSG à parfois des épisodes peut-être pas révolutionnaires, mais au moins de contestation sociale. Tu sais, il y a ce côté le jeune de banlieue descend, il essaye de se faire entendre. Ah bah ça, pouvoir, il y en a eu un exemple, contestation festive et tout. Ils disent des conneries dans ce sens-là. Il y a un exemple qui a beaucoup tourné sur Twitter là d'un certain le fameux Chris de la Pas du Team qui est en gros a essayé de comparer ça au Grand Soir en disant haha, vous voyez, les bourgeois tremblent parce qu'un magasin est abîmé. Imaginez ce qu'ils vont ressentir le Grand Soir. Et en fait, ce parallèle n'avait aucun sens, en fait. Enfin, en fait, c'est comment dire, ça se voit que c'est des parasites et qui font rien et qui vivent dans un RP,
en fait. En fait, ils ont mis 3 points de mana et 4 points de vigueur, et en fait, ils ont construit un arbre de compétences sur une feuille en papier. Mais la vraie vie, c'est pas ça. La vraie vie, c'est pas que ces mecs. De toute façon, comment dire, il y a deux manières de faire une révolution. Soit tu l'as fait avec des gens qui sont très très cultivés et qui ont surpensé Marx et ce qui est probablement Hugo pas le cas en Bakounine, général voilà. en fait. Voilà, mais bon, à la limite, on pourrait dire que les bolcheviks en 1917, c'était ça. Tu vois, oui. C'était voilà. Et la plupart du temps, ça se fait avec des masses incultes, mais qui partagent de fait un objectif commun très clair, parce que, si tu veux, elles sont acculées, elles sont au bord du précipice. Et là, c'est pas du tout la situation qu'on voit là. Non, là, c'était vraiment des situations vraiment de razzia barbaresque, d'émeutes, etc., etc. Et en fait, tout recours à Victor Hugo pour expliquer ça, c'est comme si tu essayais, je sais pas, d'utiliser un marteau pour décapsuler une bière. En fait, si tu veux, c'est un outil qui est très bien, le marteau, qui fonctionne très bien pour ce qu'il est censé faire, mais il est pas du tout fait pour l'action que tu essaies d'utiliser, tu vois. Ouais, voire même une faucille, hein. Voilà. Enfin, la faucille et le marteau. Oui, voilà. Bref. Exactement. Ouais, c'est vrai que c'est une bonne Là-dessus, tu as un deuxième étage qui s'est rajouté, et pour le coup, j'ai un peu des billes parce que ça fait partie des choses que citait Dalrymple dans son livre là, Zone et Châtiment. Il y a eu en fait en 1938 un bouquin d'un espèce de sociologue / criminologue qui a un peu fait date et qui a beaucoup essaimé dans les idées, d'un certain Tannenbaum, qui s'intitulait Crime and the Community, et je vais en lire un tout petit extrait qui fait vraiment 3 phrases. La personne devient alors la description qu'on a faite de lui, et cela ne change rien que la description soit faite par ceux qui veulent le punir ou par ceux qui veulent lui venir en aide. Dans tous les cas, l'accent est mis sur la conduite jugée inappropriée, que ce soit les parents ou le policier, le grand frère ou le tribunal, l'officier de probation ou le foyer pour les jeunes. Tant qu'ils s'enferment dans la mention d'un comportement qu'ils critiquent, ils se trompent. Leur enthousiasme les a empêchés d'atteindre leur but. Plus ils travaillent à corriger le mal, plus le mal grandit entre leurs mains. La suggestion permanente, quelles que soient les bonnes intentions, agit de manière malsaine et fait ressortir d'autant plus les mauvais comportements qu'on prétend réprimer. La seule solution est de refuser de dramatiser le mal. Moins on en dit, mieux c'est. Et Dalrymple utilise ce passage en fait pour dire, en fait, c'est de ce truc-là que vient l'idée que surtout faut minimiser tout ce qui se passe, faut faire comme si ça n'existait pas, et puis faut éviter de coller des étiquettes, parce que en fait, en collant des étiquettes, on criminalise les gens. Voilà. Donc il y a une sorte de pensée magique qui se met en place que si je te dis que ce que tu viens de faire c'est pas bien, en fait tu te mets à devenir un criminel. Parce que, voilà. Et la gauche a beaucoup construit à partir de ce truc-là, enfin, et de divagations supplémentaires, parce qu'en général, quand tu as une sorte de pensée première comme ça, tu as 50 000 sociologues qui s'attellent à creuser encore plus profondément. Et donc, il y a une opération de forage là, quand même, à ce niveau-là. C'est la Standard Oil, le truc. Hein. Mais en tout cas, cette idée il faut refuser de dramatiser le mal, je pense que c'est vraiment un truc critique en fait dans la pensée actuelle. Et donc, tu as tout ce phénomène de, t'as vu, quand on condamne, en fait, on leur met du sursis, et surtout, on dit que c'est pas complètement volontaire, on arrive à trouver des circonstances atténuantes, etc. Et... En fait, c'est ce qui est un truc qui est assez fascinant, d'un point de vue philosophique, en fait, c'est qu'il y a une espèce de spinozisme mal compris chez les juges aujourd'hui, parce qu'en fait, effectivement, si tu prends les conditions de vie de la grande majorité des gens qui commettent des infractions, des délits, des crimes, etc., pas tous, mais la grande majorité, tu peux en forçant le trait ou en regardant que certains paramètres, en ajustant la sensibilité de ta conscience à un certain niveau, tu peux trouver des causes qui déterminent le fait que cette personne est allée commettre des crimes ou pas. Mais c'est pas parce qu'elle a vécu des choses d'une certaine nature avant que elle est forcément excusable. Après, être coupable, c'est avant tout être coupable par rapport à un système de loi, par rapport à un code. Et donc en fait, d'une certaine manière, si le code dit que t'es coupable, tu vois. Après, on peut débattre sur le code, qu'est-ce qu'on met dans le code, est-ce que ça c'est un crime, est-ce que ça c'est pas un crime. Ça c'est là où il y a un vrai combat politique, et c'est là où il y a quelque chose d'intéressant qui serait à faire si le QI moyen en France dépassait 52. Mais en fait, le fait de dire il y a un code qui dit qu'on est coupable, mais dans ce cas précis, je vais sortir de mon chapeau que t'es pas coupable, c'est un coup de majesté des juges. Et en fait, c'est un peu c'est un des grands poisons de la France d'aujourd'hui. D'ailleurs, quand j'ai sorti la vidéo justement sur l'Orange Mécanique, il y a le film de Kubrick qui s'appelle Orange Mécanique, et il y a le roman d'Anthony Burgess qui s'appelle L'Orange Mécanique, avec un L' au début. Et dans le roman, ce qui est intéressant, c'est que le personnage dans le roman, qui est une espèce de personnification de Burgess, qui est un écrivain qui écrit un livre qui s'appelle L'Orange Mécanique, qui est une espèce de mec de gauche, et qui va avoir sa femme qui va être, je dis le mot outragée pour pas avoir de problème avec YouTube, elle va être outragée sous ses yeux, elle va mourir à cause du personnage principal. C'est un gars qui va, être au moins tiraillé après entre ses convictions profondes et le fait qu'il a quand même une espèce de soif de vengeance, si tu veux. Aujourd'hui, on est arrivé à un espèce de niveau où t'as tellement endoctriné les gens avec l'idée que il faut toujours faire de la casuistique et regarder ce qui relève de
de leur tort ou pas, qu'en fait, au bout d'un moment, t'as des gens qui vont finir par prendre la défense des gens qui ont agressé ou tué leurs proches. Et en fait, comment dire, c'est insupportable à regarder de l'extérieur parce que tu te dis, mais réveille-toi, en fait, t'as envie de les prendre et de les secouer. Enfin, c'est effrayant. C'est une espèce de dérive, qu'on pourrait dire, mais ça, c'est le symptôme aussi d'une société chrétienne qui s'ignore, quoi. Enfin, la France a beau avoir rejeté le truc, il y a quand même un côté de tendre l'autre joue très mal compris, très mal assimilé, qui ressort à un niveau psychanalytique, tu vois, dans le comportement de ces gens. Et je trouve ça, enfin, absolument effrayant. Et autre chose intéressante avec l'orange mécanique, c'est que, en fait, quand j'en ai parlé, j'ai vu quand même beaucoup de gens qui réagissaient en commentaire et qui pointaient du doigt les dérives des juges et du pouvoir judiciaire en France aujourd'hui. Et en fait, comment dire, peut-être que finalement, paradoxalement, les juges ont réussi à interdire la révolution, au sens où ils ont interdit le concept même de révolution, parce que en fait, il y a plus les soi-disant opprimés sont tellement pas opprimés qu'en fait ils deviennent les oppresseurs et comme en fait ils sont plus réprimés, en fait, si tu veux, ils ont créé une espèce d'inversion, de demi-inversion de la dialectique, et ça crée un pays qui est invivable, qui est même plus un pays en fait d'ailleurs, hein, qui est une espèce de disposition côte à côte de communautés qui, comme disait François Hollande, vont bientôt être face à face. Ouais, alors enfin, en plus, moi je trouve particulièrement intéressant sur ce cas-là parce que c'est des gens quand même. Moi, je veux bien croire qu'il y a des mécanismes, notamment des effets de foule, tu vois, t'as des choses qui te poussent parfois à faire des trucs que t'aurais pas fait juste parce que t'es en bande. Voilà, c'est un truc connu. Ouais, bien sûr. Il y a pas de. Bien sûr. Mais tu vois, mais ça c'est ce que je disais, tu vois, c'est vraiment tu prends une cause et tu peux déterminer bien sûr toujours une cause qui t'a amené. Il y a plein de même de gilets jaunes qui ont lancé des pavés sur des flics ou voilà. En fait, les mecs disaient après au tribunal, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, genre je l'ai fait dans le feu de l'action, je me suis chauffé dans le feu de l'action, mais le mec jamais de sa vie il avait fait il avait même pas grillé un feu rouge une fois dans sa vie, tu vois, et il passait là-dessus. Oui, il y a des causes, mais ça n'empêche pas qu'il était quand même coupable d'avoir jeté un truc. Après, il méritait pas de se faire tirer dessus au LBD, on est d'accord. Ouais, mais bon, enfin, je renvoie les gens à Gustave Le Bon qui avait fait un essai là-dessus. Mais indépendamment de Gustave Le Bon, en fait, moi j'ai presque envie de dire, quand tu sors le soir après un match de foot, c'est pas du tout les mêmes conditions que oh là là, c'est terrible, j'arrive pas à joindre les deux bouts, etc. En fait, pour moi, t'es quand même conscient de savoir si t'es influençable un minimum ou pas, en fait. Enfin, oui, d'accord. Au sens où si t'es influençable, tu vas pas voir un match de foot, c'est ça que t'es en train de dire. C'est ça, ouais. Si tu penses que t'es pas capable de gérer la pression, que oh là là, si tu te retrouves avec 50 mecs qui commencent à chanter d'un seul coup, tu peux plus gérer. Tu vas pas sur les Champs-Élysées. Mais le Ouistiti d'Islamabad qui a regardé le match dans un PMU juste à côté du Stade de France, il en est pas à se poser des questions sur sa valeur morale et sa valeur individuelle, tu vois. Il va juste suivre le mouvement. Ouais, j'ai mon cousin, il va avoir le match, tu vois, et il va avoir le match avec lui. En fait, c'est comme ça que ça va se passer. Tu trouves pas que c'est bizarre d'ailleurs qu'il se retrouve sur Paris pour regarder le match? Comment ça? Enfin, en fait, c'est des gars, ils auraient pu dire, on se retrouve tous au PMU du quartier, en fait. Oui, en fait, mais si tu veux, déjà, t'as la conjonction, à mon avis, de trois phénomènes. Déjà, c'est que, en fait, il y en a tellement à Paris que, en fait, si tu veux, il y en a dans tous les quartiers, y compris dans la très proche banlieue. Deuxième phénomène, la très proche banlieue, elle est quand même très bien desservie par rapport à Paris. Je veux dire, t'as la ligne 14, t'as le RER B, etc. En quelques instants, t'es à Châtelet, c'est-à-dire dans le méga cœur de Paris, pour le prix d'un ticket de métro. Mais enfin, eux, ils payent même pas leur ticket, donc si tu veux, ça va encore plus vite. Et puis, troisième truc, c'est que les gens qui vont voir ce genre de match aujourd'hui, je veux dire, ok, il y a des fans du PSG qui sont dans toute la France et j'ai pas de doute là-dessus. Mais enfin, je veux dire, c'est quand même un club qui s'est qatarisé, islamisé, communautarisé à une vitesse qui est quand même assez effrayante. Et donc effectivement, ils agglomèrent autour d'eux quand même beaucoup de gens qui se reconnaissent aussi dans cette culture, si j'ose dire ça comme ça, et qui du coup, en fait, les gens qui vont aller voir le match, c'est aussi eux. Donc les spectateurs du stade, ça va être aussi ces gens-là, tu vois. Ça, c'est le troisième phénomène. Et du coup, comment tu interpréterais j'ai pas l'impression qu'il y ait tellement de bouquins sur les matchs de foot, le hooliganisme, tout ça, non? Non, il y en a très très peu. En fait, le foot, c'est un sujet qui est assez alittéraire, si j'ose dire. Bon, il y avait Camus qui était un très grand fan de foot. Camus voulait devenir joueur de foot quand il était jeune. Et c'est la tuberculose qui l'a privé de cette carrière. Bon, ça nous a peut-être fait gagner quelque chose en échange. Hein. Voilà, c'est ça, exactement. T'imagines, en fait, on aurait pu. Il y a une réalité parallèle dans laquelle il y a le grand buteur Albert Camus et le grand philosophe Zinedine Zidane. Tu vois. on peut avoir des choses très étranges, tu vois, dans ce pays. Bref, tout ça pour dire que c'est un sujet qui est dans très très peu de romans. Je sais qu'il y a des romans contemporains qui l'abordent, mais souvent ils l'abordent avec un côté aussi très le petit club de village ou très gauchisant, très l'insertion par le sport, ce genre de choses. Donc j'ai pas d'exemple d'un grand roman sur le football. D'ailleurs, à la Giberne, on m'en avait proposé un il y a quelques temps, et en fait c'était un roman qui était pas du tout dépourvu de qualité, mais qui était enfermé dans une forme de
provincialisme en fait qui faisait qu'on pouvait pas ça n'aurait pas parlé à la grande masse des Français en fait. Ça aurait parlé vraiment que aux gens qui auraient connu les trucs très précis qui étaient narrés dans ce roman. Voilà. Donc ça se passait à la S Saint-Etienne. C'était quoi le concept? Ouais, non, mais c'était un peu ce genre de truc, quoi. C'est-à-dire que c'était vraiment le petit club de village et tout. Mais en fait, l'intrigue, elle était pas inintéressante. Bon, il y aurait eu beaucoup de choses à reprendre, donc on a choisi de pas le publier. Mais c'était vraiment le petit club de village et la petite ambiance locale. On est très loin des débordements du PSG. On est très loin de la révolution. On est très loin de l'anarchisme. Enfin, quoi qu'il y avait un petit côté anard dans l'autogestion du club, mais c'était vraiment à ce niveau-là. Et pourtant, je pense qu'il y aurait un roman à faire sur des matchs de foot. Je sais pas si tu sais, mais il y a eu une guerre, je sais plus entre quel pays c'était, mais c'était en Amérique centrale dans les années 80. Il y a eu une guerre qui a débuté pour un match de foot. Je crois que c'est entre le Belize et le Honduras ou un truc comme ça. Non, je savais pas. C'est une guerre qui a vraiment pas duré longtemps. Hein. Mais en fait, tu vois, tu peux faire des trucs complètement incroyables. Quelque part entre l'épique et le grand guignolesque, tu as cette thématique avec un match de foot au centre, et ça pourrait être le cadre d'un roman si c'était bien mené, tu vois. Parce que je réfléchissais dans les, enfin, on a un petit peu évoqué du coup la Révolution française via Hugo et puis ses conséquences et tout ça. Enfin, je veux dire, bon, il y a eu pas mal de choses d'un point de vue littéraire là-dessus. Et je réfléchissais qu'il n'y avait pas tellement de, enfin, même dans Dalrymple là, il cite un petit peu le hooliganisme à un moment. Et en fait, lui, ce qu'il critique, c'est l'embourgeoisement du hooliganisme. Et il dit c'est intéressant parce qu'avant c'était des prolos qui sentaient la bière, etc. Et maintenant c'est un truc un peu edgy pour des petits CSP de se ramener, tu sais, à la fin du match. Tu sais que moi je connais un hooligan. Alors pas un hooligan de Paris, un hooligan d'un autre club. Je vais pas le nommer. Et en fait, lui il va te raconter que effectivement, oui, certes, il sait parce qu'il bosse dans la banque et il a un bon poste. Et il va te dire que oui, il vient d'une classe populaire, etc. Oui, alors ok, ton père est artisan, ta mère était prof, en fait, tu veux. Donc à un moment donné, enfin, t'es pas exactement dans le lumpen prolétariat non plus de base. Et en fait, c'est ça, t'es un espèce de petit blanc de province, comment dire, qui a une espèce un pied un peu dans chaque monde, un pied dans le monde qui t'a ramené à faire des études et à avoir un bon poste, et puis un pied dans le monde un peu plus PMU Jackie, quoi. Et tu t'essayes de, comment dire, de matérialiser ça dans un espèce de boys club trop bizarre. Enfin, le mec il s'est quand même déjà fait péter la jambe avec, je sais plus si c'était la jambe ou le bras, mais il s'est déjà fait vraiment passer à tabac par un club rival, tu vois. Et en fait, je me dis, mais enfin, c'est quand même incroyable. Dieu t'a créé, il t'a créé avec un corps fonctionnel, avec une âme fonctionnelle. Et en fait, au lieu de faire des trucs stylés de ta vie, tu vas faire ce genre de stupidité, tu vois. Ça, c'est quand même quelque chose qui me dépasse fortement. Mais parce que tu vois, enfin, il y a des gens qui ont fait remarquer aussi, mais de manière assez évidente, que t'avais d'autres sports où il y avait pas ce genre de débordement. C'est vrai que c'est spécifique. Ouais, genre le rugby. C'est spécifique au foot, en fait. Enfin... Ouais. Bah en fait, c'est comment dire, ça vient aussi d'une espèce d'assise populaire, parce que par définition, plus le sport est populaire, plus c'est celui qui peut provoquer des réactions de cet ordre-là, tu vois. Je me dis que même un jour, en fait, si les Français délaissaient massivement le football et qu'en fait le rugby devenait le sport national de France, c'est peut-être les matchs de rugby qui pourraient finir par avoir un truc, et puis ça se déplacerait indéfiniment sur un autre sport à chaque fois, tu vois. Peut-être qu'après ce serait, je sais pas, le badminton ou le tennis, ou enfin le tennis c'est trop bourgeois, c'est vraiment trop bourgeois. Ouais, je crois qu'il y a des trucs qui sont quand même définitivement trop. Ouais, le golf, tu vois, ce sera jamais ou le polo, ce sera jamais, voilà. Là, il se passe des trucs bizarres, tu vois, tout le monde a une gégère au poignet, c'est bizarre, quoi. Voilà. Comment tu vois la suite de cette discussion? T'as envie de nous emmener sur une autre époque, t'as un auteur coup de cœur? Je me suis fait la remarque, moi, qu'on n'avait pas du tout parlé, par exemple, de V pour Vendetta. Je sais pas si t'as vu le film, alors, et je sais que le film vient d'un bouquin. Je l'ai vu, mais alors ça m'a glissé dessus. Ouais, pas en mal, hein, c'est juste qu'en fait, je l'ai pas vu dans des bonnes conditions. Donc, si jamais toi, t'as envie d'en parler un peu plus, c'est quand même inspiré d'une vraie histoire, hein, de la fameuse conjuration des poudres. Oui. Oui. Donc, bon, est-ce que t'as envie d'en dire un mot pour les gens qui sauraient pas de quoi il en retourne? Vous vivez dans une grotte, mais ça peut arriver. En fait, on suit un héros masqué et un petit peu surpuissant qui, quelque part, va poser des défis au régime en place, qui est un petit peu de type surveillance massive, etc. Ouais. De type Covid 2020. Un petit peu, voilà, c'est un petit peu ça l'ambiance. En faisant des assassinats avec des petites lames bien affûtées. Enfin voilà, il y a quelques scènes assez bien filmées, je dois dire. Et tout ça pour à la fin déclencher une sorte de mouvement de révolte collectif qui est caractérisé par ce masque que vous avez en fait tous déjà vu, même si vous n'avez pas vu le film, qui est celui qui a donné ensuite le masque des Anonymous, en fait. Voilà. Ouais, tout à fait. Et ouais, c'est vrai que ça vient de là, effectivement. Et les Anonymous ayant eux-mêmes joué après des rôles dans pas mal d'épisodes révolutionnaires ou insurrectionnels récents, hein, notamment les printemps arabes, ils ont quand même, je pense qu'en Tunisie,
dit sans les Anonymous, le truc n'aurait pas donné ce qu'il a donné. Donc ouais, c'est intéressant. L'histoire, c'est quand même une authentique conjuration du XVIIe siècle qui a été recyclée dans une saga populaire dystopique, qui a donné un groupe de hackers qui a après vraiment participé activement à des épisodes révolutionnaires modernes et contemporains. Ça, franchement, je trouve que c'est assez incroyable comme destin. Voilà, et donc du coup, ouais, non, moi j'ai trouvé que le film, je sais que le film vient d'un bouquin, mais j'avoue que j'avais pas lu le livre et je ne sais pas à quel point le livre diffère du film en fait. Je n'en ai pas la moindre idée non plus. Voilà, comme quoi il y a des choses qu'on sait pas. En fait, je suis en train de me dire que c'est mine de rien assez rare les ouvrages littéraires, enfin les romans ou les mémoires ou quoi, qui te plongent vraiment dans les émeutes et dans les révolutions. Tu vois, je pense par exemple à Chateaubriand et aux mémoires d'outre-tombe. T'as des scènes liées à la Bastille parce qu'il l'a vu, hein, l'épisode de la Bastille. Mais c'est quand même, tu vois, t'as finalement beaucoup de romans qui se passent autour de la Révolution française, autour de Napoléon, autour de ce genre de choses, mais tu vois pas les scènes de barricades, tu les vois finalement assez peu en fait dans le. Alors peut-être parce qu'il y a un phénomène de classe, comme c'est quand même un art qui est assez élitiste, peut-être qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, ou alors peut-être simplement que c'était pas considéré comme un motif majeur par les gens à cette époque et que c'est vraiment une idéalisation postérieure au XXe siècle, précisément à l'époque où la révolution entre guillemets prenait d'autres formes. Hein, je veux dire, les mouvements révolutionnaires des années 60, c'était les hippies, il y a eu les cocos, il y a eu plein d'autres choses. Il y a eu, même le fascisme à une époque avait une dimension révolutionnaire, pas aux années 60, avant. Et puis en fait aujourd'hui, on a les Black Blocs, les Gilets jaunes. Enfin, je les mets pas dans un seul panier. Hein, je fais des catégories. Mais tu remarqueras que par exemple même le cas des Gilets jaunes, finalement il y a très très peu de textes qui en sont sortis, alors que ça aurait pu être une puissante source d'inspiration. En fait, il s'est passé plein de choses, il y a eu des choses absolument épiques et tout. Et en fait, je pense que la réalité, c'est que les gens qui ont vécu ces événements sont pas des gens qui écrivent, pour la plupart. Les quelques écrivains étaient un peu cachés derrière leur télé à regarder BFM en disant « Oh là là, j'espère que ça va pas trop péter, machin. » Tu veux, je vais te raconter un truc de fou. C'est que moi, j'étais en train d'écrire Pays réel au moment où les Gilets jaunes ont explosé. Et en fait, je me suis dit, putain, mais c'est incroyable parce que genre, c'est ce qui était censé être une dystopie est vraiment en train de devenir de l'actualité brute là. Et en fait, il y avait eu des moments où ça avait pas mal chauffé dans le quartier où j'habitais à l'époque à Paris. Et en fait, j'étais sorti pour aller voir genre à quoi ça ressemblait et m'imprégner du truc pour me dire mais ça ressemble à quoi d'être au milieu de ça. Alors j'ai pas été j'ai pas été nassé, j'ai pas été dans des trucs vraiment chauds du tout. Hein. Je vais pas m'inventer une vie de gilet jaune ou quoi que ce soit. Mais par exemple, tu vois, je suis allé voir les trucs qui cramaient, je suis allé voir les queues de cortège, je suis allé voir les comment dire, les fils de flics qui passaient, je suis allé voir pour vraiment voir à quoi, parce que c'est une chose de toujours tu sais, se palucher sur le grand soir comme les marxistes et tout. Puis c'est une chose de voir, c'est très concret. Tu vois, une douille de lacrymo, c'est très concret, un pavé qui est sorti de sa place, c'est très concret, une poste qui brûle, c'est très concret, une voiture qui est renversée sur le côté. Enfin, c'est quand même des choses qui méritent qu'on se plonge un peu dessus. Et effectivement, je pense pas que quelqu'un comme Frédéric Becbédé, par exemple, soit allé regarder de plus près ce qu'il en est, tu vois. Ouais, après, pour le coup, moi j'en ai fait quand même un certain nombre de manifs à une époque un peu plus lointaine. J'en ai fait au moins 5-6 des Gilets jaunes, mais j'étais pas aux actes les plus violents, mais je connais déjà la plupart on va dire des trucs classiques entre la NAS, les cocktails Molotov, les lacrymos, tout ça en fait. Et honnêtement, c'est clair que ça n'a rien à voir avec ce que les types de gauche s'imaginent, tu sais, quand ils te tweetent sur le grand soir ou je sais pas quoi. Eux, ils ont l'impression que ça va être un truc où tout le monde va se retrouver de manière très sympathique, etc. Bien sûr, c'est absolument pas ça. Non, mais tu sais, moi franchement, j'ai vu un truc qui m'a fendu le cœur, mais sincèrement, ça m'a fendu le cœur parce que ça m'a mis hors de moi. C'est qu'il y avait quand même un jeune étudiant, je me souviens, mais gauchiste jusqu'au bout des ongles. Vraiment, voilà, la totale, quoi. Et le mec va au gilet jaune et il perd une main. Genre, il y a une grenade lacrymo qui lui éclate dans la main. Donc le mec se retrouve avec un moignon, tu vois. Genre, voilà. Et ce mec a fait une vidéo en 2022 pour dire qu'il fallait faire barrage et faire réélire Macron. C'est-à-dire qu'on est sur un mec qui a perdu une main à cause d'un flic sur ordre du gouvernement et le seul truc qu'il trouve à faire, c'est d'appeler à revoter pour le mec qui est responsable de la perte de sa main. En fait, si tu veux, ça me fend le cœur qu'on en soit arrivé à ce niveau. Je vais pas dire les mots parce que sinon je vais avoir un procès, tu vois. Mais ça me rend complètement dingue. Normalement, la réalité te pousse au moins à reconsidérer une partie de tes opinions, tu vois. Tu évolues. Je veux dire, c'est ok. T'avais 18 ans, t'étais d'extrême gauche. Bon, comme à peu près au moins 2 jeunes sur 3 à 18 ans. Et c'est voilà. Bon, c'est malheureux, mais c'est dans la nature du monde parce que t'as rien expérimenté. Donc tu cherches le monde idéal au lieu de comprendre qu'il faut chercher le monde concret. Bon, mais en fait, le mec n'a pas été capable d'évoluer. Et surtout, on est
on était 5 ans plus tard, donc 4 ans plus tard. Donc en fait, il aurait pu avoir le temps de mûrir, il l'a pas eu. Mais c'est vrai, c'est terrible. Je sais même pas comment est-ce que c'est possible cognitivement, hormonalement, que cette personne existe en fait. J'ai cru à un fake quand j'ai vu la vidéo au début. Ouais, disons que quelque part tu t'attends à ce que t'aies des gens qui soient très à gauche, très à droite après, parce que soit ils vont diverger en disant non mais en fait il faut trouver une solution en mettant peut-être plus de protectionnisme, etc. Il faut nationaliser des trucs, tout ça. Soit tu vas avoir des gars qui vont dire ah bah non, le problème c'est le capitalisme quand même, machin. Bon, mais j'avoue que rester sur le lorgnière centriste, surtout qu'en plus le mec c'est totalement torché avec tous les cahiers de doléances et tout ce qu'il y a eu parce qu'il y a ça aussi. Mais bien sûr, on a quand même demandé soi-disant l'avis aux gens pour en faire quelque chose, il s'est rien passé. Hein. Non mais attends, alors là pour le coup, je suis désolé, mais en fait tu demandes l'avis des gens et tu le vois bien toi sur YouTube. Et si tu fais un post sur ton onglet communauté en disant qu'est-ce que je pourrais améliorer dans la dernière vidéo pour qu'elle vous plaise encore plus, tu vois. Les gens sont des bozos, ils vont te dire toutes les conneries les plus bozoesques que tu peux entendre. Là, il va y avoir à boire et à manger. Ce qui va le plus ressortir, c'est généralement les conneries qui te mettraient encore plus dans la merde si tu le faisais. Et les rares trucs qui sont pas répétés 25 fois sont des trucs tellement limite hors sujet que en fait tu te dis mais est-ce que ces gens ont jamais réfléchi à ce qu'il faudrait faire dans telle ou telle situation? La réponse est non, ils ont pas réfléchi, mais ils parlent quand même. C'est le principe de la démocratie en fait. Et c'est le problème même fondamental du truc, c'est que tu laisses des espèces de singes avec un droit de vote mettre des bouts de papier qu'ils comprennent pas dans une urne en plexiglas en croyant que ça légitime un pouvoir. Donc évidemment quand le pouvoir il est là après et qu'il demande des cahiers de doléances, en fait ça devait être rempli de bozeries pas possibles du genre il faut plus de paix dans le monde, il faut la gratuité des transports en commun, enfin des trucs absurdes comme ça qui n'ont pas de rapport avec le cœur du sujet. Il faut plafonner le prix des pâtes et des baguettes à 1 euro, enfin je sais pas, des trucs comme ça qui sont pas forcément des mauvaises idées en soi mais qui n'ont pas de rapport avec le schmilblick et en fait il va te les virer. Non, le vrai scandale c'est que il y avait une revendication des gilets jaunes qui était le fameux RIC là, le fameux référendum d'initiative citoyenne, et ça pour le coup je pense que tout le monde à gauche comme à droite est d'accord pour que au moins on tente le coup, tu vois. Donc là pour le coup c'est vraiment le gouvernement qui a fait j'entends rien. Oui, et c'est la même chose sur d'ailleurs les histoires de en particulier de référendum, parce que je sais pas si tu sais que c'est littéralement le plus gros running gag depuis le début de ce enfin il y a tous les 6 mois le type t'agite l'idée que on va peut-être faire un référendum. Ça fait 7 ans et demi, on a toujours rien vu. Toujours sur des sujets de merde, parce que c'est-à-dire que tout le monde est là en train de dire oui on voudrait peut-être bien un référendum sur la sortie de l'Union Européenne, sur la réimmigration, sur je sais pas, sur peut-être ta démission, enfin ce genre de choses. Non, lui il veut faire des référendums sur les collectivités d'outre-mer, sur l'accès au numérique, sur tu vois la privatisation de la poste. Mais en fait frérot on s'en fout, tu vois, genre arrête-toi. Je pense que c'est pour ça qu'il le fait pas, parce qu'il se dit en fait si tu fais un référendum que tu gagnes mais avec 2,8% de taux de participation, si tu veux au bout d'un moment c'est pire qu'une défaite en fait, c'est quelque part. Ouais, mais moi j'avoue que quand même cette réticence au référendum c'est quelque chose que j'arrive pas trop à comprendre, parce que pour le coup ça c'est un truc qui devrait... Moi je comprends, parce qu'il a tout à perdre et rien à gagner. Oui, d'accord, mais ça devrait unir littéralement toutes les oppositions, ça pour le coup. C'est-à-dire qu'à part mais ils se retrouvent dans la même loge franc-maçonne. Ils appartiennent à la même putain de loge franc-maçonne. Tu veux dire qu'ils se font des guilis sous le poignet? Mais oui, ils se font des guilis, ils vont au dîner du siècle, ils se sucent entre eux. Alors le siècle c'est pour les centristes, il y a pas l'extrême gauche et l'extrême droite, mais ils se retrouvent dans les petites loges. Tu te souviens de la fameuse vidéo où t'as Mélenchon qui croise Macron? Je veux dire, c'est tu sais, d'un coup le mec est vachement plus poli. Tu sais, il a oublié de hurler sur tout le monde et de vociférer à 900 décibels en citant Émile Zola, le petit doigt sur le petit doigt en l'air, tu vois. Le prédicateur Al-Mélenchoni te dit que Émile Zola, tu vois. Ah oui, d'ailleurs, tiens, on n'a pas parlé d'Émile Zola encore. Ouais, on aurait pu parler. El famoso Germinal, vas-y. Chez Germinal, on aurait pu parler de Germinal, mais moi, ce qui m'intéresse plus, c'est peut-être le ventre de Paris pour ça, parce que dans le ventre de Paris, t'as le personnage de Flavien ou Flavian, je sais jamais, qui est en fait non, pas Flavien, Florian ou Florent, il s'appelle Florent, c'est ça. Voilà, bref, on va l'appeler F parce que ça me fait chier. Et lui, en fait, si tu veux, il a été pris dans des émeutes justement contre la prise de pouvoir de Napoléon III. Et en fait, il revient de tôle. Et en fait, lui, il est traumatisé parce que c'est plutôt un assez bel homme, et il va se retrouver à être dragué à plusieurs moments par des meufs un peu en vue autour de lui. C'est-à-dire que il est commissaire au Hall, donc il y a la plus riche poissonnière qui a un crush sur lui. Je crois qu'il y a la t'imagines plus riche, quand même avoir la plus riche poissonnière, Nadine Morano, qui te... ouais, c'est ça. Voilà. Et en fait, si tu veux, lui, il peut pas se fiancer ou donner suite, parce qu'en fait, il est traumatisé par justement ce qu'il a vécu sur les barricades. Où en fait, il a survécu parce qu'il a été en fait, il était derrière une femme qui a pris la balle qui aurait dû le tuer en fait. Et en fait, du coup, il a l'image de ce cadavre de femme morte. Bon, c'est un peu un fragile post-romantique zolien, tu vois, qui arrive pas à se remettre de ses blessures. Mais en fait, il est complètement hanté par ça. Et ce qui est super intéressant là-dedans, c'est que ça te montre aussi que à rebours du grand soir et
de toutes ces idées de la belle révolution, machin truc. Une révolution, c'est de la viande qui se déchiquette, c'est des vies qui sont brisées, c'est des blessures de guerre, c'est des gens qui agonisent sur le pavé, c'est des destructions terribles, c'est des vies et des destins qui se font et qui se défont en quelques secondes parfois. Et donc, c'est pas du tout quelque chose de positif ni quelque chose qu'on peut souhaiter. En fait, faut être vraiment capé à 80 de QI pour croire que la révolution de gauche comme de droite est une bonne chose, en fait. Oui, non, mais en fait, je crois que malheureusement, t'as beaucoup de gars qui ont une vision très idéalisée de la révolution et qui pensent d'ailleurs au passage toujours que eux seront, tu sais, un peu en queue de cortège, donneront vite fait les indications et ensuite que tout le monde va se retourner et dire ah merci de nous avoir tellement bien guidés, je fais partie de la minorité éclairée qui nous a conduit vers la révolution et vers le monde libre et tout ça. Je repense à cette espèce de pas du team qui d'ailleurs était totalement dans ce délire-là. Et je veux dire, ces gars, en fait, la réalité, c'est que globalement, ils ont une chance très très raisonnable, surtout quand ils font pas de sport et qu'ils ont, on va dire, je pense, une capacité pulmonaire très inférieure à la moyenne. Ils ont une chance très raisonnable en fait de se faire déglingue avant la fin du fameux grand soir, en fait. Ouais, alors après pour le coup, là, ça c'est un truc que j'entends beaucoup à droite, c'est ouais, vous êtes pas taillé pour le grand soir parce que vous avez pas le physique qu'il faut et tout. Tu peux être musclé comme tu veux, tu courras pas plus vite qu'une balle. Oui, et si le medikit il arrive pas, ton agonie elle risque juste de durer plus longtemps parce que t'es en meilleure forme physique. Tu vois, t'auras juste gagné que tu vas souffrir un peu plus longtemps pour rien. Tu vois, donc je pense que non, mais fondamentalement, la question c'est pas est-ce que t'es fort ou est-ce que t'es faible. La question c'est est-ce que t'es suffisamment malin pour pas te mêler d'un truc pareil. Parce qu'en fait, l'autre grande leçon qu'on peut tirer des révolutions, c'est qu'elles débouchent jamais sur quelque chose de positif. Il y a jamais une révolution. Si, enfin, les espèces de fausses révolutions qu'on appelle révolution des œillets ou trucs comme ça où il y a pas un mort et où il y a pas de barricade, il y a rien, mais c'est pas vraiment des révolutions. Je veux dire, les révolutions au sens révolution française, révolution russe, etc., c'est des choses qui débouchent sur des années d'instabilité, de récession, de problèmes économiques, de famine parfois, de régression, diplomatique et territoriale pour les pays concernés. Enfin, c'est infernal en fait. La Révolution française, c'est finalement un épisode qui dure 30 ans et qui s'achève en 1815 et même on pourrait dire qu'il s'achève qu'en 1870 en fait, en vrai. Donc c'est quand même absolument effrayant. Parce que ce podcast est dangereusement en train de glisser vers une sorte de royalisme un peu désuet là. Enfin, non mais attends. Il faut rendre faut taper sur tout le monde et faut pas avoir des œillères. Il y a des choses horribles qui sont liées aux révolutions. C'est pas parce que je te dis qu'il y a des choses qui sont horribles qui sont liées aux révolutions que je suis en train de te dire qu'il faut remettre Pépito sur le trône de France, tu vois. Tu veux dire que Louis XX de Bourbon n'est pas la solution? Je pense que Louis XX de Bourbon n'est pas la solution. Après, est-ce qu'un roi est une solution ou pas? Ça, c'est une chose sur laquelle je me prononcerai pas. Je pense que la question, en fait, fondamentalement, mais c'est ce que je dis souvent, c'est que c'est moins la question du régime que la question de l'homme ou de la femme qui tient le régime, en fait. C'est-à-dire que, quelque part, la 5ème République version De Gaulle, est-ce que c'était encore une république autrement que sur le papier? On sait pas. Mais en tout cas, ça fonctionnait, tu vois. La 5ème République version Micron, bon, de toute évidence, ça fonctionne pas, tu vois. Genre, le PIB est en chute libre, il y a 3000 milliards de dettes, les Ouistiti sont sur les Champs-Élysées, les boomers prennent 50% du PIB pour payer leur retraite et leurs frais de santé. Bon, voilà, il y a un moment donné, tu vois la différence, quoi. Pourtant, c'est le même régime, mais c'est pas le même homme qui est dedans. Tiens, d'ailleurs, en parlant de Gaulle, tu vois dans les... Parce qu'on souvent cite sa phrase sur la chienlit et tout ça, là. Moi, j'avoue que j'ai pas lu beaucoup de ses œuvres. Ouais, alors j'ai pas tout lu, hein, je vais pas pouvoir me faire le grand malin. Je sais qu'il y a des distingués amateurs de Gaulle. Il y a des connaisseurs qui nous suivent. Ouais. Je voudrais pas... En plus, il y a quelques années, enfin, il y a 10-15 ans, il a été mis au programme des bac L. Ok. Donc, je sais que ceux qui ont fait L, ceux et celles qui ont fait L, l'ont lu, en fait. Et d'ailleurs, ça avait beaucoup fait débat à l'époque parce qu'il y a cette espèce de grand truc où on veut pas considérer De Gaulle comme un grand écrivain. Oui. Alors qu'il écrit franchement très bien. Alors, oui, son inspiration absolue, c'est Chateaubriand, et non, il est pas au niveau de Chateaubriand. Enfin, il était quand même politiquement supérieur à Chateaubriand. Donc, le fait qu'il soit inférieur littérairement, on fait pas quelqu'un qui est catastrophique pour autant, tu vois. Non, et puis surtout, voilà. Honnêtement, je pense que par rapport au niveau actuel, il y a pas mal de gars que tu classes comme des grands écrivains. Enfin, je veux dire, Annie Ernaux écrit pas mieux que... 50 fois moins bien. D'ailleurs, tu sais, j'ai vu, c'est un futur auteur de la Giberne qui m'a fait suivre ça. Il a trouvé dans un récit, le récit justement de comment De Gaulle avait trouvé son éditeur pour ses mémoires. Parce que tu sais, il était aux affaires quand il a bouclé ça. Alors, il a fait recopier le texte pour avoir des copies par sa femme ou sa fille, je sais plus. Donc, il avait ses copies. Et là, il va trouver son grouillot, son homme à tout faire, un certain Georges Pompidou. Et il lui dit, frérot, trouve-moi un éditeur pour ça. Et donc, il va convoquer 3 éditeurs. Il y a de tête, c'était Gallimard, Plon et je sais plus qui était le 3e.
Et en gros, il va les mecs, il va les recevoir tour à tour et il va leur donner une semaine pour présenter un plan de com sur comment le livre va sortir. Les mecs viennent et finalement, il va prendre plomb avec ça. Et à la fin, il les convoque pour signer le contrat. Il signe le contrat et après, il leur offre une flûte de champagne et les mecs partent comme ça. Et si tu veux, et après, genre, il serre la main de Pompidou en mode merci beaucoup de m'avoir aidé sur ce dossier-là. C'est en fait, il y a eu zéro moment où les mecs ont pu avoir une marge de manœuvre d'éditeur. Tu vois, c'est le pur rapport de force en fait. Tu veux dire qu'ils ont pas dit oui, alors attends, combien on en imprime, c'est quoi le business model, vache. Ils ont pas retiré une virgule. Je pense pas qu'il y ait eu de phase d'editing, tu vois, dessus. Je pense que c'est vraiment le niveau commande d'État jamais vu depuis la réédition massive de Mein Kampf. Tu vois, c'était terrible. Non, en même temps, quelque part, moi je comprends. Et puis tu sais, il était. Enfin, moi je vois régulièrement passer. J'aime beaucoup cette espèce de petite note qu'il avait adressée à des ministères pour. Ah oui, sur les anglicismes. Voilà, exactement, pour supprimer les anglicismes en disant vous veillerez à utiliser le français chaque fois que c'est possible. Et à la fin, t'as manuellement ajouté en rouge, c'est-à-dire dans tous les cas, point. Tu sais. Ouais, en fait, mais ça, pour le coup, moi, je trouve que ça, ça nous fait marrer et ça flatte un certain côté des Français, mais je trouve que c'est un vrai problème parce que le fait que les Français rejettent à ce point-là l'anglais, aujourd'hui d'ailleurs, parce que c'est un phénomène très récent, c'est un phénomène post-deuxième guerre mondiale. Je veux dire, au XVIIIe siècle, c'était très chic tu vois, il y a des mots en français comme investiguer ou comme humour qui viennent de l'anglais, tu vois, ou comme suspense aussi. Enfin, suspense, c'est un cas particulier parce qu'il est parti du français, il est revenu, bon, bref. Mais ça pour dire que cette espèce de rejet après, c'est quand même quelque chose qui nous enferme beaucoup en tant que Français aujourd'hui, qu'on le veuille ou non. L'anglais, c'est la langue mondiale. Et en plus, nous, on parle pas trop mal anglais en vrai quand tu compares à d'autres pays autour. C'est juste que les Français ont un putain de complexe et ils osent pas utiliser leur anglais. Genre, t'écoutes des Indiens parler, ou à la fin, tu dis, mais excuse-moi, il a parlé en quelle langue? Ah, c'était de l'anglais. Et le mec, il a t'as rien compris, tu vois. Et sauf que le mec, il a osé. Et ceux qui parlent anglais, ils ont quand même compris, donc ça va, tu vois. Et il arrive à se faire comprendre de la communauté. Toi, t'es Français, tu veux arriver avec ton. Et ça, c'est l'éducation nationale hein, qui met les Français dans la merde et fabrique des générations de. C'est vrai pour toutes les langues en plus. Parce que tu cibles sur l'anglais, mais honnêtement, je pense que c'est pareil pour à peu près toutes les autres. Et en fait, ce qui est incroyable, c'est que moi, quand j'ai commencé à voyager un peu et que je me disais, mais putain, mais j'ai un niveau en anglais catastrophique. Genre, j'avais pas des bonnes notes en anglais, quoi. Surtout en prépa. En prépa, j'étais vraiment pas très bon en anglais. C'était vraiment pas ma matière préférée. Et en fait, je me suis retrouvé dans des tas de pays et je comprenais que déjà, je arrivais à m'exprimer parfaitement. Peut-être le petit stress aussi du moment où tu dois te faire vraiment comprendre, parce que sinon tu dors dehors, tu vois. Mais j'arrivais à me faire parfaitement comprendre et ça se passait très bien. Et je voyais qu'en face de moi, genre les gens, ils avaient un moins bon niveau que moi et c'était putain, mais c'était la révélation, quoi. Genre à un moment donné, les Français arrêtez de rejeter l'anglais et prenez votre destin en main. C'est pas parce que vous savez parler bien anglais et que vous utilisez 3-4 anglicismes dans votre discussion de tous les jours que vous n'êtes pas capable, quand vous écrivez un texte et que vous savourez de la littérature, d'être dans une démarche de puriste. Tu vois, vous êtes quand même des êtres polyvalents. Vous n'êtes pas obligé de parler de la même façon dans votre roman du 18e siècle qu'à votre boulangère du coin, que à votre call avec des gars sur 3 continents. Enfin, vous avez un cerveau qui peut s'adapter à plusieurs situations. Enfin, c'est un truc que j'arrive pas à comprendre dans la mentalité française. Mais ça m'énerve en fait même. Je trouve qu'on n'est pas à notre place internationalement aussi à cause de comportements comme ça. Ouais, là où c'est débile en fait, c'est que si tu veux, t'as plein d'opportunités de boulot qui sont perdues parce que tu maîtrises pas. Tu vois, moi à la limite, franchement, je pense que tu maîtrises pas l'allemand. Ok, c'est sûr, ça t'interdit des trucs. Je veux dire, si tu veux bosser en Allemagne, c'est compliqué. Mais par contre, les Allemands ils parlent super bien anglais. Tu peux t'en sortir dans à peu près toutes les situations en parlant à peu près bien anglais. Enfin, l'anglais c'est vraiment genre t'as pas trop le choix. Donc. Ah si, il y a un cas particulier qu'on a très bien vu ensemble, c'est les Italiens. Oui. Alors les Italiens, tu leur parles en français, ça va mieux parce que l'anglais c'est vraiment il parle pas français, tu vois. Je parle pas anglais. C'est un peu pareil pour les Espagnols aussi d'expérience. Ouais. Mais... Enfin les Espagnols, si tu veux, comme ils hurlent tout le temps, je comprends pas dans quelle langue c'est en fait. Tu sais, c'est la phrase de Victor Hugo. On en revient à Victor Hugo où il dit l'Espagne est un pays magnifique qui n'a que 3 défauts: les punaises de lit, le soleil accablant et les Espagnols. Et je trouve que c'est terriblement vrai. La violence. Mais non, après, moi je reconnais, il y a quand même certaines dimensions qui sont un peu complexes. C'est que typiquement en anglais, enfin, t'as cité les Indiens. Tu sais que c'est quasiment un même. Ça dépend un peu des communautés, mais dans la communauté scientifique, globalement, t'as besoin d'installer un logiciel, t'as besoin de savoir faire des équations, t'as besoin de faire n'importe quoi. Il y a toujours un tuto en indien. C'est-à-dire que t'as toujours un mec qui a fait un tuto, en général filmé avec la webcam la plus dégueulasse que tu peux imaginer, avec un son pas ouf, mais le gars, en fait, t'explique suffisamment clé en main les choses pour que t'aies pas tellement besoin d'aller chercher d'autres trucs. Ce qui fait que, en fait, c'est pratique. Voilà, c'est juste pas mal. Quoi. Exactement. En fait, mais bon, il va peut-être être supplanté par ChatGPT, tu vois. Je pense. Il y a une possibilité. D'ailleurs, attends, j'ai vu passer une news très très drôle. En fait, t'as une boîte qui essayait de vendre, soi-disant qu'ils avaient inventé un meilleur modèle d'IA pour faire de l'ingénierie et
du code et je sais pas quoi, qui en fait a fait l'inverse, c'est-à-dire qu'elle sous-traitait à des Indiens pour faire semblant qu'ils avaient vraiment bossé en meurs. Putain, je meurs. Et du coup, est-ce que l'Indien a supporté la comparaison avec ChatGPT? Eh ben, figure-toi que ça a permis à la boîte de se valoriser très bien dans son introduction en bourse, parce que ça donnait l'impression que c'était très prometteur sur les benchmarks. Ils ont fait un exit. Ils sont arrivés et que t'as des mecs qui ont dit mais attendez, vous rigolez, mais moi je veux pas vous laisser 24 heures pour me répondre. Enfin, c'est une IA quoi. Enfin, faut que ça aille vite. Et d'un seul coup, bizarrement, les perfs se sont écroulés et là, la supercherie a été découverte, tu vois. Ah mais non, mais c'est incroyable, Putain, mais c'est fou, c'est complètement fou. Et en fait, c'est vrai que l'IA, ça a défini un autre rapport à la patience. C'est-à-dire qu'avant, moi, je m'aperçois, je suis devenu vraiment impatient. C'est-à-dire que quand je veux une réponse, j'ai plus la patience de faire une requête Google, tu vois, maintenant pour chercher un truc. Vraiment, je vais demander à ChatGPT et lui dire, cite-moi les pages sur lesquelles tu as trouvé la réponse que tu me donnes. Et là, je vais cliquer sur le lien qui m'a donné pour vérifier, tu vois. Et en fait, je pense que même attendre 20 secondes pour avoir une image, tu vois, quand on fait des miniatures de vidéos, je sais pas si tu utilises beaucoup l'IA pour ça, mais moi pas mal. Et même quand ils te disent, pas mal d'images sont en train d'être créées en ce moment, veuillez patienter et tout, et que t'as mis 20-30 secondes à créer une image, tu pètes un câble en fait. Genre, t'es devenu vraiment le gamin le plus capricieux de tout ça a changé notre supermarché. Rapport au jargon, et je sais pas si toi c'est le cas, mais en fait, à chaque fois qu'un truc est compliqué, entre guillemets, parce que t'as des mots de vocabulaire pas évidents, parce que t'as du jargon, des formules un peu brumeuses, en fait, si tu lui dis simplifie ou machin, il arrive toujours à te résumer ça comme si t'étais un gamin de 14 ans, tu vois. Et donc, il y a des domaines juridiques, des domaines de droit, des trucs qui jusque-là étaient un peu obscurs, et en fait, ça devient compréhensible, mais si tu lui as demandé de simplifier, tu vois. Ouais, mais ça m'étonne pas. Ouais, c'est assez incroyable. T'as vu le. Enfin, je sais pas si t'as vu, mais il y a une espèce de petite trend que j'ai faite du coup pour voir, où tu vas voir ChatGPT et tu lui demandes ce qu'il pense de toi, vu toutes les discussions que vous avez déjà eues. Et genre, quelle force et quelle faiblesse il identifie dans ton caractère, et qu'est-ce qu'il pense de toi, etc. Et tu lui dis vraiment d'être honnête, c'est-à-dire que s'il faut qu'il te bully, il te bully, tu vois. Et t'as vu, j'ai fait un anglicisme, tu vois. Et pourtant, la phrase, elle est vachement mieux comme ça, parce que si j'avais dit, il doit te parler mal, il te parle mal, bah, s'il faut qu'il te chahute, il te chahute. Oui, c'est ça, voilà, c'est ça, c'est chahuté que j'aurais dû dire. Mais je trouve que chahuté, il y a un petit côté désuet, alors que bully, tu vois, t'as vraiment l'image du gamin dans l'école américaine qui commence à frapper l'autre à la récré, tu vois, pour lui piquer ses pancakes. Donc ouais, et en fait, c'est assez vertigineux, parce que tu t'aperçois que il a quand même l'IA a quand même une compréhension, je sais pas si c'est le bon mot, mais il a un ressenti sur toi qui est quand même vraiment nuancé. Moi, c'est ça qui m'a frappé, quoi. Il arrivait à dire des trucs sur moi vraiment genre travaillé et profond, où je me suis dit putain, mais en vrai, quelqu'un qui me connaît vraiment bien, il pourrait être arrivé à cette conclusion là de la même façon, à la fois sur les forces et sur les faiblesses, tu vois. Ah ouais, intéressant. J'avoue, j'ai pas fait l'expérience, parce que en fait, j'utilise pas ChatGPT. J'utilise moi je suis vraiment tu utilises Mistral IA, le truc le plus foireux, soutenu par Macron, donc foireux. Non, c'est ça qu'il faut retenir. LM Studio, et j'ai des modèles qui tournent en local. Le truc underground. Voilà. Tu utilises LM Studio sur ton ordinateur en Linux, c'est ça en fait? C'est un peu l'ambiance. Sur Ubuntu là, c'est ça le mec va me faire passer. Arrête, je vais avoir 12 000 commentaires en dessous. Toi, t'es pas prêt parce que toi, tu penses que tu sais tout le monde est sur Windows. Moi, je te promets, tu vas avoir des tas de gars qui vont se révéler en dessous et qui vont dire non, mais moi, j'utilise que Ubuntu machin, j'utilise que un Raspberry Pi OS, je sais pas quoi. Non, mais déjà tout le monde est pas sous Windows, parce que je veux dire 50% de la population sont des femmes, et donc elles sont sur Apple, si tu veux. Parce que déjà, je veux dire, je vais être très clair, je pense que Apple est la plus grosse marque de pigeons au monde. Je comprends pas les gens qui peuvent travailler là-dessus. Donc en fait, c'est juste du signalement de statut social et des jolies photos, parce que c'est vrai que les appareils photos des iPhones sont quand même vraiment pas mal. Et donc en gros, je pense que ça s'adresse plutôt à des femmes. Voilà, si vous êtes un homme et que vous avez un iPhone, bon, déjà assumez votre part de féminité, et puis ensuite n'oubliez pas de laisser un commentaire rageux pour référencer cette vidéo, s'il vous plaît. De mémoire, il y avait eu une époque où ils avaient essayé de faire des stats justement sur ça, et je crois que de mémoire, c'était pas, il me semble que chez les hommes, c'était pas très loin de 50-50, c'était peut-être genre 45% d'iPhone versus 55% d'Android, et c'était chez les femmes que ça s'effondrait, en fait, ça devenait genre 25% d'Android versus 75% d'iPhone, quoi. Et écoute, je vais te dire un truc, sincèrement, vraiment sincèrement, premier degré, j'ai jamais connu de meuf qui avait autre chose qu'un iPhone. Genre elles avaient des iPhones de génération différente, mais elles avaient toujours des iPhones. Et quand je dis connu, je parle même pas de meufs avec qui je suis sorti ou quoi, genre dans les des amis ou les meufs de mes potes ou ce genre de trucs, j'ai jamais vu autre chose que des iPhones. Genre pas une seule fois, tu vois. Bah écoute, moi j'ai enfin alors après
après que je suis du côté plutôt scientifique, alors c'est peut-être un peu pas les mêmes. Ah, c'est possible. Mais peut-être qu'elles étaient sur des trucs souvent en startup, Ubuntu, Linux. Pas toutes, mais souvent quand même. Mais parce qu'elles ont une grosse part de masculin en elles, en fait. Ouais. Bon, après, si tu veux, honnêtement, ça change. Enfin, franchement, ça change quasiment rien. On va pas se mentir. Ah si, ça change complètement. Je veux dire, un PC, c'est utilisable. Un Mac, il faut avoir un cerveau à l'envers pour l'utiliser. Je veux dire, mais tu trouves que sur les téléphones, en haut ça à change gauche, quelque chose c'est fini. Ah oui, putain. En fait, je vois quand j'utilise un iPhone, quand on me prête un iPhone, on me dit prends une photo sur l'iPhone ou quoi, mais mec, c'est insupportable en fait. Genre, l'interface, elle est horrible. Même le bouton monter ou baisser le son, tu comprends pas où ils sont. Il y a tout le temps des soucis. Vraiment, la seule qualité que je leur reconnais sur les Android, c'est qu'ils ont quand même des très bons appareils photo. Alors après, t'as des Android avec des super appareils photo, mais c'est un autre prix. Voilà. Et en vrai, les appareils photo iPhone, ils sont vraiment très bons. Ça, pour le coup, c'est un niveau semi-pro pour le prix d'un téléphone portable, c'est quand même pas mal. Bon, après, je vais être honnête, dans tous les cas, tu payes extrêmement cher pour avoir un appareil photo qui coûte 50 balles. C'est pas le petit truc qui fait la partie photo, c'est 50 balles sur l'ensemble du prix du téléphone. Pour info, je veux dire, Ouais, mais en même temps, si tu veux, est-ce que tu as envie d'avoir un Android et ton gros appareil photo à 4000 balles à côté pour avoir des excellentes photos, tu vois, c'est ça le rapport. Ah, bah ça, c'est une bonne question. Après, chacun fait comme. Toi, je sais oui, parce que t'aimes la photo, mais. J'achète un téléphone à 150 balles et un appareil photo à côté. Et je trouve que c'est. Bah, en fait, tu le gardes plus longtemps, ton appareil photo, donc l'un dans l'autre. Ouais. Bon. Oui. Après, est-ce que tu as toujours ton appareil photo sur toi et est-ce que tu vas prendre des selfies avec cet appareil photo, tu vois? Pas toujours. Voilà. Je reconnais. Je concède. Est-ce que quand tu vas aller au restaurant, tu vas prendre en photo ton plat avec ton appareil photo à 4000 balles, tu sais, avec des objectifs, je sais pas quoi, là, de 50 mm, je sais pas quoi, on dirait des calibres d'armes à feu, tu vois? Non, mais d'accord, mais en fait, qui prend des photos et poste des photos de sa bouffe sur Instagram? Les femmes. Ah, bah voilà, je suis pas concerné alors. Oui, mais c'est pour ça que t'as pas un iPhone déjà de base, si tu veux. C'est ça, le marketing n'est pas fait pour toi. Tu n'es pas le cœur de cible de cette. J'ai l'impression qu'on a un peu délaissé la littérature et le cinéma. Tu veux qu'on fasse quand même une petite excursion Ah, tu veux qu'on parle de cinéma, parce que c'est vrai que dans le cinéma il y a eu des très grands héritages. Est-ce que tu as envie de nous parler de cinéma russe et de la révolution de 1917? Est-ce que tu as envie de nous parler de la révolution française? Qu'est-ce que tu as envie de dire? Le cuirassé Potemkin avec ouais. une scène très très connue de violence, etc. Non, en fait, dans les trucs, un énorme classique qui, à mon sens, est en fait absolument inconnu de notre génération, quasiment, c'est M ouais. le Maudit. Ouais, putain, mais c'est un vieux film, M le Maudit. Oui, mais en fait, absolument pas sans lien avec un petit peu les problématiques de violence et tout ça. Et donc, en fait, on suit une sorte de type un peu pervers, machin, qui se retrouve plus ou moins foutu à l'index par tout un voisinage et qui se fait juger sans véritable procès officiel, on va dire. Et c'est un thème qui court dans l'œuvre de Fritz Lang, parce qu'on la retrouve aussi dans un autre film qu'il a réalisé, une fois qu'il est arrivé aux États-Unis, qui est Fury, qu'il a réalisé quelques années après, parce que globalement Fritz Lang, il y a sa période allemande et puis il y a sa période américaine. Et donc dans Fury, on suit en fait aussi cette espèce de déchaînement de passion de la foule qui veut du sang parce qu'il s'est passé quelque chose, et en l'occurrence qui finit par incendier une prison, et ça donne lieu à des scènes pareilles, assez visuelles, assez frappantes, et je pense pas sans lien. Donc voilà, vous avez deux films intéressants à regarder si vous aimez Fritz Lang ou si vous connaissez pas et que vous voulez vous cultiver. C'est vraiment deux bangers, vous pouvez pas trouver vachement mieux. Après, il y a des films encore plus anciens, tu vois, parce que ça c'est... Ouais, en fait, le plus ancien, c'est Méliès, où c'est l'entrée en gare du train de la Ciotat, tu vois. Non, il y a Metropolis. Là, on peut pas aller faire plus loin. Ah ouais, encore, c'est un Fritz Lang aussi, Metropolis, non? Oui, c'est pas un Fritz Lang, je crois bien, mais il me semble qu'il est plus ancien dans sa carrière. Je me fact-checker. Oui, faisons-nous un fact-checking, s'il vous plaît. 1927, et donc Fritz Lang, effectivement. Et donc ça a été fait. C'est un Fritz Lang, ouais. Il me semble que c'est avant M le Maudit, mais je... Alors, Metropolis, je suis obligé de dire que ça a quand même inspiré Ayn Rand pour La Source Vive. Donc voilà, je ne peux rien dire de mal sur ce film à partir de là. Non, et puis en fait, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Et ça
ça a inspiré un chef-d'œuvre de l'animation française, Le Roi et l'Oiseau. Je sais pas si tu connais aussi. Ça a totalement inspiré. C'est une des. J'en ferai une vidéo un jour parce que c'est un film qui a des liens extrêmement profonds avec la littérature, qui est un chef-d'œuvre absolu. C'est 100% français cocorico. Donc vraiment, c'est incroyable. C'est le film. Genre, ce film pourrait être utilisé comme arme pour combattre la dénatalité en France. C'est-à-dire que t'as envie d'avoir des gosses pour le voir avec eux et leur faire découvrir et redécouvrir ce film tellement il est incroyable. Moi, j'avoue que je l'avais trouvé super poétique. Il y avait des tas de petits détails au début que je comprenais pas, mais après j'ai compris plus tard. Mais tu sais qu'il a été écrit par Prévert de ce film. Il a écrit et même réécrit par Prévert. Et en fait, il est truffé de petites allusions littéraires. Par exemple, je sais pas si tu sais, il y a un moment, le roi passe devant une horloge. Et en fait, le roi, c'est un putain de tyran. Il passe devant une horloge et l'horloge, c'est lui qui met des coups de lance à un rhinocéros pour indiquer le nombre d'heures qu'il y a. Et quand il est dans ses appartements au début. Et c'est une référence à un rhinocéros de Ionesco qui venait de sortir à la même période. Enfin, t'as plein de trucs comme ça, mais t'as des références à la pop culture, à Batman. Enfin, t'as plein de trucs qui sont à Metropolis. Hein, t'as des choses qui viennent dans tous les sens dans ce film. C'est un gigantesque foutoir trop bien fait. Et en plus, c'est ce que je trouve intéressant, c'est que pour le coup, c'est pas. Et il y a une révolution à la fin. C'est pas si prétentieux que ça parce que tu peux totalement ignorer toutes les références et quand même passer un bon moment. Tu vois, c'est ça que je trouve intéressant. Ah ouais, moi, je l'ai poncé à 4 ans ou 5 ans, 6 ans ce film. Ouais. Et franchement, je peux dire qu'à l'époque, je comprenais pas les références. C'est pour ça que t'es révolutionnaire depuis le début. Exactement, ouais. En plus, la révolution de la fin, c'est vraiment une révolution qui est très poétique au sens où elle est vraiment très idéalisée quand même. Il y a beaucoup de choses. C'est avec la figure des fauves, la figure de sortir de la ville basse, etc. Mais c'est vraiment un super film et qui vraiment, enfin, quel dommage qu'il ait mis autant de temps à être fait parce qu'il a commencé à être fait en 46 et il est sorti qu'en 80 parce qu'il y a eu beaucoup de complications. Et c'est très dommage parce que c'est un film qui aurait pu réjouir une génération de plus encore tellement. J'avoue, je suis en train de me dire, on n'a jamais fait de podcast sur les dessins animés. Il y a peut-être moyen de faire quelque chose en fait. Parce que dans le même genre, je sais pas si tu l'as vu. C'est mieux que la littérature roumaine, mais compliqué quand même. T'avais vu Le Château des Singes? Ça te dit quelque chose ce dessin animé? Alors non, pas du tout. Mais pas mal. J'ai pas une culture infinie. Assez sympa, avec une sorte de mélange entre. Il y a un petit peu, je pense, une inspiration du Roi et de l'Oiseau, pour être tout à fait honnête. Ouais. Parce que quelque part, il y a un petit côté. Les singes sont hiérarchisés en fonction de là où de leur étage d'habitation dans une petite ville, machin. Et bien sûr, tu t'en doutes, il y a une sorte de révolte à la fin des singes d'en bas contre les autres. Ouais. Enfin, bon, bref. Et t'as une sorte d'histoire d'amour en même temps, avec un lac gelé, une invasion. Enfin voilà. Bon, les gens qui connaissent. C'est très clairement inspiré du Roi et l'Oiseau, à ce moment-là aussi, c'est sûr. Et d'ailleurs, tu sais que le Roi et l'Oiseau, il a inspiré genre les deux créateurs du studio Ghibli là, donc Miyazaki et l'autre là, je sais plus comment il s'appelait, Takahata, je crois. Et en fait, ils ont littéralement dit que la première version du film, il y avait une première version du film qui est sortie dans les années 50 et la deuxième version, celle qu'on connaît aujourd'hui, dans les années 80. Et la première version, ils ont dit que ça leur avait mis une telle claque quand ils l'avaient découvert au Japon que c'est là qu'ils ont eu leur vocation pour fonder un studio d'animation. Donc en gros, littéralement, sans le Roi et l'Oiseau, il y aurait pas eu le studio Ghibli et tous les films du studio Ghibli après. Et il y aurait pas eu les versions Ghibli des photos des gens, tu vois. Ouais, c'est ça, exactement. Et il y aurait pas eu la vieille polémique de merde pour savoir si comment il s'appelle, Miyazaki était oui ou non d'accord avec le fait qu'on reprenne son style graphique pour faire des images. Lui, qui a passé sa vie à esclavagiser des jeunes dessinateurs et des jeunes dessinatrices pour leur faire dessiner des arbres à la chaîne avec son style graphique pour meubler ses films. Et ça choquait personne. Par contre, quand c'est un robot qui te fait, là, il y a des gens qui s'énervent. Vraiment, les gens sont des bons débiles. Bon, écoute, je trouve que c'est pas mal comme finish de podcast. Ça donnera une petite touche un peu plus. De dire que les gens sont débiles, un peu plus poétique. Non, mais je pensais plutôt au fait qu'on parle un petit peu des dessins animés, etc. Ça ouvre un peu le sujet sur des trucs d'habitude on n'en parle pas, c'est vrai. Ouais. Mais ça montre que la révolution idéalisée reste un truc d'enfant en fait. Et d'ailleurs que le mythe du grand soir, ça reste un truc d'enfant parce que t'as deux façons de voir la révolution. Soit tu l'as décrit de façon très réaliste et t'arrives chez Zola avec Le Ventre de Paris, ce qu'on a dit, ou d'ailleurs même avec Hugo dans Les Misérables, parce que il y a un petit côté limite fantastique avec Jean Valjean qui sauve comment il s'appelle, Marius dans Les Misérables. Ouais. Mais en fait, faut bien voir que Marius, c'est le seul de toute sa bande de potes qui s'en sort. Tous les autres, ils meurent. Genre et c'est pas genre ils sont prisonniers, ils meurent vraiment. Et on te décrit un par un comment ils meurent dans les chapitres qui précèdent. Et ça, c'est la version un peu réaliste. Et la version idéalisée sur abattre la tyrannie, etc. Ça, c'est un truc qu'on retrouve beaucoup dans les dessins animés où généralement les méchants sont châtiés. Il y a soit une révolution de palais, soit une révolution de tour, et le gars va se faire chasser. Et c'est ce qu'on voit dans Le Roi et l'Oiseau. Eh ben écoute, voilà. Et est-ce qu'il y aura une révolution des Nicolas? Ça sera le prochain podcast. Non, alors ça, on pourrait dire qu'une certaine manière, c'est ce qui est raconté dans La Grève d'Ayn Rand. Oui. C'est, tu vois, d'une certaine manière, c'est en tout cas, c'est une grève. Voilà, c'est le stade avant une révolution peut-être. Eh ben écoute, merci mon cher Hussard pour cette discussion. Est-ce que tu veux recommander peut-être Pays réel? Il me semble que c'est dans le thème. Tout à fait.
Tout à fait. Et de façon réaliste plutôt. Allez voir le catalogue de la Giberne. Mettez-vous à jour parce que quand vous entendrez ce podcast, dans quelques jours sortira la nouveauté. Donc c'est vraiment le moment de se mettre à jour. Sinon vous allez rater le train, les gars. Même la fusée vers la Lune. Et ben voilà. Merci encore une fois. De mon côté, j'invite encore les gens à aller voir la campagne Scruton sur Tipeee qui est toujours en cours. Ouais. Il y en a combien là? Elle en est à 120%. On a dépassé les 106 au moment où on enregistre. Ok, vous allez peut-être faire 110 d'ici ouais, là. peut-être que ça sera à 110 au moment de la sortie. Ok. Bon, ouais, on espère un peu plus encore, parce que... Ouais, il faudrait que ça monte, et je vais être honnête, alors ça pour le coup, je ne l'ai pas encore annoncé, mais on a refait tous les calculs de rentabilité, machin, et en fait, le prix de vente, notamment du désir sexuel, sera très nettement au-dessus du prix de vente c'est normal. Actuellement sur Tipeee. Donc, globalement, si vous avez l'intention un jour de l'acheter, achetez-le sur Tipeee maintenant, parce que sinon, après, vous allez vous prendre un gros écart et vous allez pas être content. Et moi, je voudrais quand même juste terminer sur ça. J'entends beaucoup de gens dire j'aime beaucoup ce que vous faites et un jour je prendrai vos livres, mais en ce moment j'ai beaucoup trop de trucs à lire. Fondamentalement, je veux dire, moi je lis vraiment beaucoup parce que je sors une vidéo par semaine, etc. Je veux dire, à un moment donné, si vous voulez, si vous attendez d'avoir le temps de lire un livre, vous ne le lirez jamais en fait. Il faut que vous vous mettiez un programme de lecture où vous prenez, je sais pas, une demi-heure par jour ou une heure tous les 2 jours, ou je sais pas comme vous voulez pour lire. Et surtout, le fait d'acheter un livre vous enjoint à le lire en fait. Il y a un côté, j'ai investi de l'argent, donc moralement, je m'engage vis-à-vis de moi-même à lire le livre et à en tirer quelque chose. Donc passez à l'action, parce que en fait, fondamentalement, nous on a besoin de vous. Vous avez besoin de ce qu'il y a dans le livre, et le seul moyen d'être sûr que vous lirez ce livre, c'est de l'acheter. Parce que si vous êtes en train d'attendre et de vous dire je le prendrai que quand les astres seront alignés, en fait vous avez de bonnes chances de le prendre jamais, ou en tout cas dans tellement longtemps que en fait on sera passé à autre chose depuis belle lurette quand ce sera le cas. Oui, et puis surtout, en fait, quelque part, c'est un peu aussi maintenant que vous pouvez aider les gens qui font tourner les maisons d'édition, les créateurs, tout ça. Il y a aussi cette dimension un petit peu de solidarité, en fait, qui consiste juste à dire, vous faites des podcasts sympas, là, vous les payez pas, par exemple, les podcasts, je veux dire, vous n'avez pas d'abonnement, vous n'avez pas de truc. Bon, si vous avez passé un bon moment, que vous passez régulièrement, quelques fois par mois, un bon moment avec nous, n'hésitez pas, parce que c'est un moyen aussi de nous aider, de nous soutenir. Tout à fait. Et les gens se rendent pas compte, mais on est à une époque où il y a de plus en plus de textes, par exemple pour enfants, qui sont écrits avec de l'IA. On a de plus en plus de vidéos sur YouTube qui sont faites par des IA. C'est-à-dire que tu as tout un espèce de courant philosophico-masculiniste avec des vidéos qui détournent Marc Aurèle pour faire des trucs comme ça. Donc en fait, encouragez les vraies créations humaines, parce que en fait, sinon, vous allez vous retrouver dans un monde genre IAisé à 100%. Et là, en fait, ce qui se passera, c'est que soit il y aura plus du tout de création humaine et de propositions comme ça, soit elle sera beaucoup plus chère parce qu'elle sera beaucoup plus rare et qu'elle sera mise en concurrence avec la production générale des IA, qui sera forcément de moindre qualité mais aussi moins cher. Donc les gars, si vous voulez pas qu'un tel monde arrive, c'est vraiment maintenant qu'il faut passer à l'action, et si ce monde devait quand même arriver, c'est maintenant que vous devez acheter avant que ce soit trop cher, donc profitez-en quoi. Bon, et voilà, sur ce pari pascalien de l'IA, voilà, exactement. In IA we trust, ou or we don't trust, mais on verra. Bon, merci beaucoup, et puis à la semaine prochaine du coup. Allez, salut tout le monde.